Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec un sommaire chargé puisqu'on va parler de Jacques Chirac, on va parler de Jeff Koons, on va parler de liberté d'expression, de Rouen, de ce qui s'est passé à la préfecture de police, des assassinats à la préfecture de police. Et pour en parler, Lionel Lévy, bonjour, vous êtes journaliste, vous êtes membre du collectif Intramuros. Extramuros. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Le journaliste, ah oui, voilà. Parce qu'il s'y reste dans son bureau, c'est pas terrible. C'est ça. Et vous êtes un collaborateur régulier du Canard enchaîné. Oui. Jean-Baptiste Duclerc, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, l'université, voilà, va rouvrir ses portes, donc vous êtes en plein boulot. Exactement. Puisque vous enseignez à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Exactement. Vous êtes bête de conférence. Anne-Charlène Bézina. Bonjour Patrice. Bonjour, vous enseignez toujours à Rouen. On va parler de Rouen toujours d'ailleurs. Vous Oui. avez senti les odeurs, hein, N'est-ce pas? Oui, Hein tout à fait. Et vous enseignez aussi à Sciences Po. En effet. Et Jean-Charles Lajoigny. Bonjour. Toujours éditeur. Toujours. Hein, Toujours. Et on va peut-être en fin d'émission, on parlera de Jackpot de, Oui, faut de pas oublier Stéphane que c'est un Boudy. chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, Attention au rat. Iconoclaste et politiquement très incorrect. Voilà. Et vous n'êtes pas venu les mains vides. Il y a aussi les 9 jours du cafard. Voilà. Excellent polar, de facture plus Jean-François classique. Prey. Oui, c'est l'ancien chroniqueur épique. Ah oui. Voilà. Ben voilà. D'accord. Ça se passe pas dans le monde des chevaux. Si. 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 Je l'ai pas lu encore. Ben voilà. Ça. Non, ça se Mais passe, c'est- ça se passe à Deauville en fait, D'accord. entre Deauville et l'Angleterre. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, on va commencer par l'événement. L'événement, c'est ce qui s'est passé à la préfecture de police. C'est l'événement. Alors, l'événement, c'est évidemment ce qui s'est passé jeudi à la préfecture de police de Paris, l'assassinat de 4 fonctionnaires de police par un membre de la préfecture de police. Alors, avec évidemment cette question, est-ce que c'est un acte de folie? Est-ce que c'est un acte de terrorisme? Moi, personnellement, je trouve qu'on en fait beaucoup, mais c'est peut-être pas votre opinion, Jean-Charles, par exemple. Moi, je suis assez étonné. Alors, d'abord, je suis rassuré pour les sourds-muets, parce que d'abord, on nous l'a présenté comme un sourd-muet. Donc, je me suis dit, les sourds-muets vont être ostracisés, stipendiés, stigmatisés. Donc là, maintenant, on est rassuré pour les sourds-muets, puisqu'il s'est radicalisé. Donc après, dans l'état des informations qu'on C'est a... radicalisé, c'est une hypothèse, on ne le sait pas encore. On a l'air de dire, bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu curieux. Et quand on parle de coup de folie, je me dis, c'est une folie qui s'étend c'est un coup de folie long, parce qu'il faut quand même qu'il a pris son couteau de cuisine, il rentre à la préfecture de police, dans lequel, a priori, on peut pas rentrer non plus avec un couteau de cuisine comme si on était chez soi. Et puis après, tuer 4 personnes qui sont en plus pas des vieillards, enfin, qui sont des policiers, qui sont, je pense que ça nécessite quand même, peut-être pas un entraînement, mais en tout cas une dextérité que, en tout cas, moi, je n'aurais pas. Je serais incapable de tuer 4 personnes. J'espère pour nous. Non, mais, sinon, on y passe sous les 4. Hein. Non, mais c'est ça. Quand on parle de coup de folie, je me dis, c'est un coup de folie d'un mec surentraîné quand même. Voilà. Après, on ne sait pas qui, quoi, pourquoi, mais voilà. Mais ne trouvez pas Lionel Lévy, enfin, je vous laisse parler, mais on va un peu vite en besogne quand on savoir. Pour le on moment, parle beaucoup sans savoir. En réalité, on entre dans une espèce de machine lessiveuse médiatique où tout le monde parle sans avoir d'informations. Donc, en fait, l'interrogation, elle porte surtout sur ces mobiles. Donc, il y a eu rapidement une confusion assez généralisée sur ces mobiles, puisque certains parlaient de mobiles d'ordre privé, de disputes avec une collègue, de dépit amoureux, où il y a eu aussi donc la version ce serait quelqu'un qui se serait radicalisé. Mais pour le moment, en termes d'information, ce que l'on sait, c'est que cette personne s'est effectivement convertie à l'islam il y a 18 mois. Et effectivement, comme le disait Jean-Charles, dans le process, on a quelques éléments constitutifs d'une préméditation, puisque on va pas avec un couteau. On va pas au boulot avec un couteau. Oui. Et effectivement, enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué de pouvoir affirmer des choses. Absolument. Il y a une enquête. Alors la femme en garde à vue dit dessus. aussi qu'il a eu entendu des voix pendant la nuit, etc. Enfin, bon. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose. En plus, on est sur des sujets extrêmement inflammables. Donc, on a chacun qui essaie de. Il y a soit ceux qui essaient de dire que surtout, il n'est surtout pas islamiste, et il y a ceux qui disent évidemment, il est très islamiste. Donc, on va essayer de c'est ça, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fantasme pas autour de nos peurs à travers en commentant tout de suite un fait dont on ne sait pas grand-chose, quoi.
C'est ça la vraie question, non? Il y a quelque chose qui m'interpelle, et ça c'est vraiment le cas pour ça, mais ça a été le cas pour l'affaire Darmanin, pour tout le reste. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui les médias font les procès, et ça, moi je trouve qu'en termes de séparation des pouvoirs, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction, il y a le temps de la justice qui n'est pas le temps des médias, et moi je trouve qu'il serait temps qu'on arrête de faire le travail de la justice qui est normalement censé nous dire s'il y a eu préméditation ou non. C'est l'objet du procès. Pour moi. Je vais donc avoir un regard un peu peut-être corporatiste. Je vais défendre mes confrères. Oui, il faut défendre un peu les journalistes. D'abord, les médias, on ne peut pas dire les médias. Je trouve qu'on ne peut pas essentialiser comme ça les médias. Effectivement... il y a les chaînes d'information continue qui jouent beaucoup. C'est surtout ça. Si vous parlez des chaînes d'information continue, effectivement, on est dans cette réalité-là médiatique aujourd'hui. Il y a un événement, il y a une hystérie autour d'un événement, et on en parle, et on fait venir donc des gens qui n'ont pas d'informations, mais qui viennent donner un point de vue qui n'engage personne, si ce n'est leur parole, qui est souvent assez peu précise. Donc, bon, effectivement, donc on tourne en rond. Mais il y a un traitement qui est un petit peu différent en presse écrite. Si vous, c'est un petit peu la presse écrite sont obligés de reprendre, évidemment. Voilà. Enfin, je regardais les journaux du vendredi, ils reprennent tous en une. La réalité médiatique, c'est qu'on est dans une sorte de course à l'échalote pour sortir une information que l'on n'a pas. Et donc, c'est là où peut intervenir énormément de dérapages, effectivement. Je pense que sans stigmatiser les médias, on peut dire que les médias, finalement, sont pris dans cette idée que, de toute façon, il faut se prononcer tout de suite. Donc, moi, c'est pas une critique sur la corporation qui est la mienne. C'est simplement que cette société a rendu cela absolument nécessaire, avec notamment les réseaux. Vous avez tous les plus grands journaux de presse écrite qui, sur l'événement, dans la minute, vont être obligés de publier quelque chose pour être justement dans l'actualité. Donc, publie des informations. Quand on n'en a pas, on ne publie pas d'informations. C'est le principe même du journalisme. Oui, mais là, on est plus dans le commentaire que dans l'information. C'est pour ça que je considère que les presses d'information qui font des commentaires en faisant venir des gens qui doivent commenter tout de suite à brûle pour point un événement, ça n'a strictement aucune valeur informative. Un mot, pardon, juridique. Vous parliez d'instruction. L'assassin est mort. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de procès. Je pense qu'il y aura quand même une enquête qui va être diligentée, bien sûr. Il y a une enquête qui est diligentée par le parquet. Mais pas contre lui, effectivement. La chose publique s'éteint contre lui. L'action publique s'éteint, non? L'action publique s'éteint, mais il y aura quand même une enquête qui va être parce qu'on a vu le procureur, etc. L'enquête, très bien, mais juge d'instruction, mais enfin, ça va être vite instruit, quoi. C'est pas la question en fait, de la culpabilité qui va être. Il va falloir éclaircir les circonstances de l'affaire. Il n'y aura pas de procès, il y aura une enquête judiciaire. Après, je pense qu'il est quand même normal, je réponds à Anne-Charlène, qu'on puisse, en tant que journaliste, raconter ce qui s'est passé. Enfin, on va pas. Oui, mais il y a 24 personnes qui sont assaisinées à coups de couteau. On le sait. Ce qui s'est passé, on le sait. C'est les motivations qui sont plus obscures. Mais l'événement, de toute façon, est extraordinaire. C'est bien la première fois qu'on voit je ne sais pas comment il faut le qualifier d'ailleurs, ce drame, qu'on voit donc dans la préfecture de police, qui est quand même un des endroits les plus sécurisés de France. Et en plus, ça résonne avec le mal-être policier. C'était juste la veille, 27 000 policiers. Donc, que ce type-là ait un accès de... Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais quand bien même ça aurait été un accès de folie, ça pose aussi des questions sur le management, la problématique de la médecine du travail, ou alors si ce type est un islamiste, alors ça pose encore d'autres questions, c'est-à-dire que il était c'est une infiltration pour le coup. Voilà. Pour le coup, c'est quand même extrêmement problématique. Donc bon, pour l'instant, on peut. Voilà, pour l'instant, on peut faire des hypothèses. On est au stade des hypothèses. Oui, Jean-Baptiste. C'est vrai que c'est quand même inquiétant parce que, alors, bien sûr, il y a la presse écrite il y a des journalistes qui font un travail exceptionnel, dont tu es d'ailleurs, Lionel. Mais c'est vrai que la plupart des Français, rentrent du travail, ils vont regarder les chaînes d'information continue et vont avoir accès à ce qu'on leur donne. Et ça dit quelque chose aussi de notre société, c'est-à-dire que on est dans l'instantané. On fait des scénarios parce qu'évidemment on ne sait rien, donc on fait des hypothèses, s'il est ceci, s'il est cela, etc. Mais finalement, dans la présentation qu'on fait aussi de l'événement, on nous explique que ça a l'air plutôt d'être cette histoire-là. Donc en fait, insidieusement, on nous raconte quand même l'affaire comme on imagine qu'elle est, non pas
à travers. Bon, donc ça c'est vraiment inquiétant et je crois que effectivement on devrait avoir un système médiatique qui puisse se donner beaucoup moins de temps à ce genre d'événements et avoir aussi une approche un peu mais généalogique, c'est-à-dire avoir une approche historique des choses, essayer de retracer un petit peu quelles peuvent être les... Mais justement, pardon, juste une question à Lionel et à vous d'ailleurs, puisque vous travaillez pour les dossiers, notamment du cadre enchaîné, vous l'avez fait aussi, Jean-Charles. Donc ça, c'est plutôt du temps long du journalisme. Est-ce que le temps long du journalisme n'est pas en train de disparaître ? Mais de fait, il a disparu. C'est pas qu'il est en train de disparaître, c'est qu'il a disparu. C'est l'avènement des chaînes. Oui, c'est ça. On est dans l'immédiateté. Oui. Donc, on peut évidemment, c'est un peu pieux de dire le temps long. Ok, mais alors il y a des médias d'ailleurs qui se sont constitués sur le temps long. Ils ont quelques difficultés à trouver leur modèle économique pour l'instant. Mais la réalité, malheureusement, de la presse, c'est que d'abord il n'y a plus de lecteurs. C'est ça la réalité de la presse. Et puis vous avez souvent une relation assez schizophrène à la presse, en France et ailleurs d'ailleurs, quand on fait des études de lectorat sur ce que veut la presse. Ce que veulent les lecteurs, ce que veulent les lecteurs, pardon. C'est l'histoire de ce fameux rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on s'imagine tous souvent beaucoup plus brillants qu'on est, et dans les études de lectorat, le lecteur veut de l'enquête, de l'analyse, des papiers de fond, et pourtant c'est ce même lecteur qui va consommer que des médias people et qui va regarder toutes les émissions les faciles d'accès. En télévision où les émissions culturelles sont voilà. Tout le monde en veut, Voilà. Et personne ne les regarde. Et oui, on est dans cette réalité. Oui. Je pense qu'on se fait un peu mousser quand on entend ce sondage, non ? Si les émissions culturelles étaient un peu plus passionnantes, peut-être aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que il y a aussi une question de... On répond politiquement correctement, si je peux dire. Ce qui m'amuse, c'est que je subodore là, autour de cette table que sur le sujet suivant, qui va être Rouen, là, le discours va être inverse. Alors là, tout le monde dit on en parle trop, tout le monde donne son avis, et puis là, sur l'histoire de Rouen, on va dire... oui. C'est l'éclairage. Voilà. Donc, c'est l'éclairage. Alors, bon, vous voulez dire donc conclure quelque chose sur la préfecture, non ? J'ai été confraternel avec donc les journalistes, et bien maintenant, sur Rouen, je trouve... il n'y a pas eu on avait fait un pré-sommaire, il y avait marqué difficulté de l'information. Je trouve qu'il y a eu une faillite de l'information plutôt. Et en l'occurrence, je m'étonne d'avoir entendu et vu donc en télé et en radio certains confrères qui présentaient l'absence d'information comme quelque chose de normal. Or, le journaliste, je le rappelle encore une fois, il est là pour rapporter de l'information. Donc qu'un journaliste ne s'étonne pas que dans cette histoire de Rouen, on ne connaisse pas l'origine de l'accident et qu'on ne connaisse pas les produits, et qu'on dise à l'auditeur, par exemple, je pense à ce qu'il a pu se dire dans certaines radios, on a dit à l'auditeur, malgré les propos rassurants, en gros, de ceux qui savent, les ministres et le préfet, des gens s'inquiètent. Je trouve que c'est une présentation de l'information qui me paraît extrêmement tendancieuse et grave pour un journaliste. Encore une fois, il doit se poser des questions et rechercher de l'information. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand on dit ça. Je trouve que c'est aberrant. Mais cela dit, on a eu la liste des produits. Enfin, la liste de produits. Non, mais c'est-à-dire que la première réaction, je trouve que certains journalistes se sont comportés un petit peu comme des perroquets en répétant. De l'information officielle. Oui, et l'information officielle, on est revenu à des réflexes dignes de l'URSS version Pravda, avec, en gros, il y a eu un accident, mais vous inquiétez pas, circulez, il n'y a rien à voir. Oui, c'est Tchernobyl. Il faut peut-être on peut pas dire ça. Non, c'est la même chose que le nuage de Tchernobyl. Ce que je veux souligner, c'est qu'on ne peut pas dire il ne s'est rien passé. C'est une entreprise Seveso. On aurait très bien pu dire, en l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas dire si c'est grave ou pas. Encore une fois. Donc on balance 500 000 personnes paniquées sur les routes en disant fuyez, fuyez, la fumée est terrible, on ne sait pas ce qui se passe, c'est Seveso, tout va exploser. Et là, c'est la panique généralisée. Donc c'est pas ce que je dis. Ça tendrait à ça en disant oui, il y a de la fumée, c'est super grave. C'est la panique, on ne sait pas du tout. Je veux dire,
barrez-vous. C'est-à-dire le mec qui entend ce discours et qui reste chez lui, il est fou. Les gens sont assez intelligents pour pouvoir comprendre que quand on a une expérience, d'abord c'est une entreprise Seveso, classée Seveso. Donc on sait ce que ça signifie. Seveso, ça veut dire quoi? Ce sont les, il y a dangerosité par rapport à la détention de matériaux inflammables, toxiques, polluants, dangereux. Pour la santé publique, pour l'environnement. C'est en relation avec l'affaire de Seveso, évidemment. On n'a pas découvert une usine Seveso. Les gens qui habitent à côté, on sait ce que c'est qu'une usine Seveso. Oui, donc voilà. On a un accident dans une Seveso, on est en droit de se poser des questions. C'est tout à fait normal de s'en poser. De se poser, mais on s'en pose. Il faut il faut rechercher l'information plutôt que de dire il ne s'est rien passé. Oui, mais pas de panique, attendons un peu. Avant de commenter, puisque Anne-Charlène, vous enseignez à Rouen, vous êtes allé à Rouen, Lionel, vous êtes aussi allé à Rouen. Peut-être votre témoignage, vous avez vu quelque chose, senti quelque chose d'anormal? En effet, d'être maître de conférence à l'université de Rouen, et donc on a nos bureaux, on a l'université, le centre Pasteur qui est vraiment situé à une exacte proximité de là où a eu lieu l'incendie. Donc on a affaire déjà à des étudiants qui sont tout à fait paniqués et qui ont vraiment le sentiment... Alors là, je te rejoins un peu sur l'ex-URSS, même si on en est très loin, ils ont vraiment le sentiment de vivre une forme d'information cachée. Et, bon, je pense qu'en effet, le rôle de réassurance est aussi quand même important de notre part. Néanmoins, alors... On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, notamment parce que dans nos bureaux, nous... Voilà, il y a une odeur qui est très très présente, qui est gênante pour les yeux, les parties respiratoires, etc. Et on a les fameuses galettes qui sont déposées un petit peu partout sur nos balcons. Donc on a vécu quelque chose d'anormal, d'exceptionnel. Et c'est vrai qu'on peut estimer que la communication est ici un petit peu trop verrouillée ou trop aseptisée, mais là encore, on peut peut-être aussi le mettre sur le compte des réseaux, des chaînes d'information continue. Attention, je ne dis plus les médias, je choisis maintenant. Mais parce que c'est vrai que je pense que le gouvernement est sous pression et qu'on attend beaucoup de lui. Alors, pas dire partez sur les routes et pas dire il n'y a rien, moi je pense que c'est le en même temps, justement. Et là, on en aurait besoin, c'est-à-dire de dire, en l'état actuel de nos connaissances, il est impossible de savoir si ceci. Pourquoi ne pas dire on ne sait pas, par exemple? Moi je trouve qu'on a tardé à nous donner la liste, par exemple, des éléments qui ont brûlé. Alors, pour la simple bonne raison qu'ils avaient brûlé, on l'a, et on pourrait peut-être tout simplement demander à des experts, comme on sait le faire très vite, si oui ou non il y a un risque, et que ces experts se contredisent entre paroles d'experts, et que le gouvernement dise lui-même qu'il n'a pas l'expertise pour le savoir. Tout simplement, si on avait affaire à un gouvernement qui nous dit on ne peut pas être en mesure de connaître les dangers sur la santé publique, je pense qu'on aurait affaire à beaucoup plus d'honnêteté sur cette question. Et ça aurait été un peu moins... Enfin, c'est ce qu'avait dit, elle a fini par le reconnaître, Agnès Buzyn, qu'elle ne savait pas. Et effectivement, quand vous voyez la liste, il faut être un chimiste. Oui, c'est ça. Parce que même la liste, moi je veux dire, quand vous voyez la liste, mais moi ça ne me dit rien du tout. Mais, et en plus, ça éviterait une forme j'allais presque dire d'amateurisme. Enfin, il y a eu des cafouillages gouvernementaux aussi, puisque dès le lendemain, Darmanin, quand même, s'était prononcé pour dire que c'était grave. Il avait utilisé ce terme-là. Et quand, dans le même temps, le Premier ministre... Oui, voilà. Donc, et vous avez entendu la porte-parole du gouvernement dire une chose assez étonnante? Oui, porte-parole du gouvernement qui a dit que le président de la République ne s'était pas encore transporté sur les lieux parce qu'on attendait le résultat des études pour savoir s'il n'y avait pas de risque sur la santé. C'est vrai que... Effectivement, en tant que ce week-end aussi, j'étais à Rouen. Je suis allé à Rouen pour un mariage. À 80 km... On se marie encore, alors. On se marie encore, oui, on se marie encore. Ouais. À Rouen, je veux dire. Ouais. À Rouen, c'est spécialité de mariage. En fait. Mais j'en ai fait quelques-uns, effectivement, dernièrement. Des animations. Ah, voilà. Pourquoi pas, après tout. Voilà, vous donnez votre site. Voilà, c'est ça. Sur la route, alors au début, j'ai pensé, je dois être un petit peu paranoïaque, j'ai senti ma gorge me brûler, donc dans la voiture, on était plusieurs, donc, et donc ma copilote et ceux à l'arrière aussi ont eu la gorge qui piquait à 80 km avant Rouen. On a d'ailleurs failli rebrousser chemin, il n'est pas allé au bar.
Oui, mais enfin là, c'est un peu un truc de café du commerce. Si vous étiez passé à côté d'un rond-point tenu par des gilets jaunes qui font brûler 4 tonnes de pneus par week-end, ça vous aurait piqué la gorge aussi. Je n'en sais rien. Donc, justement, en face de mon bureau, j'avais le rond-point des gilets jaunes qui faisaient brûler leurs pneus et ça ne sentait pas la même chose quand même, Jean-Charles. Mais je t'invite à venir dans mon bureau. Une odeur différente, j'en conviens. Oui, qui paraissait quand même un tout petit peu moins alarmante que ce qu'on a, nous, quand même, à l'université, même si ça va mieux. Je crois que c'est ça qui merci Patrice. Je crois que c'est ça justement qui est grave, c'est-à-dire que les gens qui habitent là-bas ressentent des choses, sentent des choses, ont des peurs, et face à cela, on a l'État qui rassure dans un premier temps et dit on fait des analyses. Donc les gens sont pas fous, c'est-à-dire que la peur est décuplée, parce que si on fait des analyses, ça veut dire qu'on ne sait pas. Et alors qu'on ne sait pas, on nous explique que finalement, en l'état actuel des choses et en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de problème. Donc les gens ont peur, justement, parce que on aimerait que l'État puisse, et on peut le comprendre aussi, que l'État ne puisse pas avoir immédiatement des informations, mais qu'il puisse dire aux gens, on n'est pas certain de ce qui se passe. Actuellement, ça ne mérite pas non plus un déplacement de toute la population en dehors de Rouen, mais c'est vrai qu'il y a une incertitude et on comprend aussi votre angoisse, votre peur. Je crois que c'est aussi le rôle de l'État que de le faire. On revient au premier sujet de la préfecture de police, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'ose dire on ne sait pas encore. C'est quand même ça. Et puis, on a quand même, avec le recul, ce qui s'était passé pour Tchernobyl, où le nuage s'arrêtait, paraît-il, à la frontière franco-allemande. C'est le petit Quevilly, à côté de Rouen. Non, mais c'est vrai. Il y a peut-être une chose à ajouter sur, justement, la manière dont le manque d'information, gouvernement... on est un peu habitué aussi à ça. Enfin, oui, c'est vrai. Je pense que ça nous rappelle Tchernobyl, mais on pourrait aussi essayer de se rappeler de la canicule qui a été... finalement quelques semaines, et là on a un exemple inverse où on maximise l'information, voilà. Donc surprotection plutôt. Je suis d'accord, et je pense que le gouvernement est finalement, avec cette société de la sécurité, de la transparence, où on attend finalement que le gouvernement s'explique sans arrêt et qu'il protège les populations et qu'il démontre qu'il est soucieux de la qualité de vie, de l'environnement et de beaucoup de choses. On responsabilise encore plus, je crois, en termes d'information nos gouvernants, ce qui fait que d'un côté on a le sentiment que du coup, au moindre risque, il va y avoir une panique, comme ça a été le cas pour la canicule. Et là, pourtant, on a l'effet inverse. On aurait pu attendre la même chose que pour le plan canicule, des espèces de petits sites d'information, des kits, etc. Et là, pour le coup, on n'a rien. Donc, c'est assez paradoxal pour moi dans le traitement de l'information. Eh bien, on voit une époque compliquée. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir à l'époque de Jacques Chirac. C'est la mort de Jacques Chirac. C'est le décryptage de cette émission. Donc le décès de Jacques Chirac, 5e président, il me semble, de la 5e République, voilà, qui a été avec François Mitterrand le plus longtemps au pouvoir, même si, comme François Mitterrand, il a eu 2 cohabitations. Non, il n'a eu qu'une cohabitation, lui, mais une cohabitation de 5 ans. Mais il a cohabité avant. Il avait cohabité comme Premier ministre. Il a vu les 2 côtés de la cohabitation. Et alors, il y a ce sondage qui, moi, m'a étonné, mais peut-être que j'ai tort de m'étonner, qui place Jacques Chirac comme le président préféré des Français à égalité avec Charles de Gaulle, bien avant Mitterrand, bien avant Pompidou, bien avant Sarkozy, bien avant Giscard, qui est à 3%, enfin, et juste Hollande, qui est encore à 1%, mais enfin bon, voilà. Il est récent, lui. On a vu la béatification d'un président qui n'a strictement rien fait en 12 ans, dont on a juste dit, oui, il aime la tête de veau, le truc sauce gribiche, la bière, tâter le cul des vaches. Et voilà. Alors pour les Français, ça semble être l'acmé du truc, c'est merveilleux. Je veux dire, qui a changé beaucoup de position. C'est-à-dire qu'on l'a connu travailliste, puis libéral, on l'a connu avec l'appel de Cochin anti-européen, et ayant voté Maastricht, on l'a connu à 18 ans, pour la fracture sociale. À 18 ans, il vendait l'humanité sur les marchés. Oui. Après, il a frayé avec l'extrême droite. Après, il s'est mis à combattre l'extrême droite. Il était anti-européen, il est devenu pro-européen. Enfin, je veux dire, c'est juste quelqu'un qui est sûrement sympathique, très charismatique, mais politiquement... sympathique, on pourrait parler de tous les gens qu'il a tués, si je peux dire politiquement, enfin pas pour le grand public. Sinon, c'est super menteur et super traître. Enfin, il a trahi Giscard, il a trahi Chaban, il a trahi Sarko. Enfin, il a tué Juppé plus ou moins, il a tué Léotard, il a tué...
Enfin bon, ça c'est mon point de vue, mais après tout, je vais pas le donner. Et je le partage. Mais est-ce que, non, quelqu'un veut le défendre peut-être après tout? Ou défendre, enfin, ou expliquer. Non, ou expliquer. Le silence. qu'un jour dans ma vie, je serai amené à défendre. Non, ou expliquer. Non, mais c'est vrai alors, les Français ont été touchés, émus, enfin, oui, mais. Ou alors, est-ce que les médias ont exagéré cette émotion aussi? C'est possible. Encore une fois, on se retrouve dans une espèce, il est passé à la machine à laver médiatique, oui. Parce que là, on l'a lavé plus blanc que blanc, en l'occurrence. Il y a toujours ce phénomène d'hystérisation, et que ce sondage fait à chaud, il avait été fait à chaud pour d'autres présidents. Oui, alors, il y a l'émotion qui joue. Il y a l'émotion qui joue, évidemment. Mais effectivement, on peut se dire, là, c'est même plus les Français sont dévots, là, c'est plus digne du poisson rouge et de la mémoire vive qui disparaît complètement, parce que. Oui, parce qu'il était très impopulaire pendant son dernier quinquennat, notamment. Il était impopulaire. Il a souvent été impopulaire, d'ailleurs. Il a jamais. Il a été battu. Il a inventé le septennat de 2 ans en dissolvant l'Assemblée nationale. Et effectivement, en termes de réforme, c'est le vide complet. Alors après, sur le plan des symboles et de décisions. Alors il y a 2 ou 3 choses, voilà. Oui, mais on est sur des. Enfin, le symbole, ça fait partie aussi de la politique. Mais effectivement. Non, mais il y a la guerre de l'Irak. Il y a la guerre en Irak. Pour l'environnement, il a fait beaucoup quand même. Il y a l'environnement et il y a le discours du Veldiv quand même. Il y a le discours du Veldiv. Et puis il y a l'invention des Gilets jaunes avec la suppression du service militaire qui a mis la France à feu et à sang. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule garnison dans les villes moyennes, ce qui a entraîné, au-delà de la suppression du service militaire, suppression des garnisons dans les villes, suppression d'une garnison dans une ville, suppression des écoles, suppression des commerces, suppression des services publics. C'est le terreau des Gilets jaunes. Alors après, ils sont tous dit, il n'y a plus rien dans les villes. Mais ça, c'est merci Chirac. C'est-à-dire que ça lui a pris comme une envie de pisser un matin en disant bon, on va supprimer le service militaire. Ok, très bien. Là-dessus, on n'a pas réfléchi. Et voilà, l'état de la France. Non, mais l'état de la France actuelle, c'est lui. C'est lui, ces villes désertes qu'on traverse avec rien du tout. Et on est toujours dans un héritage de Mitterrand, de Chirac, oui, enfin, c'est quand même Chirac qui est responsable de ça. Sur le plan militaire, quand même, en 95, il a tout de suite repris des essais justement pour consolider notre arsenal. Ça, par contre, c'était une bonne décision. Mais ça, sur la défense, le service militaire. Prendre des essais nucléaires. Oui, parce que je trouve que moi, je suis pas pour la prolifération nucléaire, mais je crois que à partir du moment où bien des pays sont dotés de la bombe nucléaire, je crois qu'il est important qu'on puisse effectivement d'être doté de cette bombe, mais de pouvoir donner l'assurance justement aussi qu'on a un arsenal qui est opérationnel. Ça n'a pas valu une grande popularité dans les. Non, mais pour la France, je trouve que c'est bien, ça, en tout cas. Ouais. Oui. Moi, j'en veux à Jacques Chirac. Moi, c'est pas du tout l'histoire des Gilets jaunes. J'en veux à Jacques Chirac pour autre chose, et je trouve que ça n'a pas été souligné par mes confrères, encore une fois, ou par d'autres observateurs. J'en veux à Jacques Chirac. Je lui en veux d'avoir dit. Quand il y a eu les caricatures de Mahomet, il était au pouvoir, les premières caricatures parues dans Charlie Hebdo, il a tout de suite, il a loupé complètement le virage. Et en fait, on lui doit aussi, il a une responsabilité malgré tout dans ce qui s'est passé par la suite, puisque ça a été le premier à dire, il est impensable d'humilier, enfin, au lieu de défendre les valeurs républicaines de la France, il a dit que c'était une humiliation qui avait été faite aux musulmans. Et c'est une faute originelle. Ouais. C'est une faute originelle qui en a entraîné après bien d'autres. Je pense que, alors, ce qui peut expliquer Chirac, on n'a pas beaucoup dit, c'est-à-dire que je pense qu'il a été jeune secrétaire d'État en 68, négociant les accords de Grenelle, allant rencontrer les syndicats. On se souvient de cet épisode, il était armé, il avait un pistolet. Et je crois qu'il a gardé de ça l'idée que la France était une société extrêmement fragile et que la moindre réforme brutale risquait de la mettre à feu et à sang. Je crois que c'est ce qui explique un peu le fait qu'il n'ait pas fait grand-chose. Il avait peur que ça explose. Oui, il y a des histoires et c'est peut-être pas faux. C'est peut-être pas une analyse totalement sotte quand on voit la difficulté de réformer ce pays quand même. Oui. Un peu comme on ne peut pas ne rien faire. Il était quand même aux affaires. Enfin, donc, votre explication est tout à fait intéressante, mais on élit un président quand même pour qu'il dépasse justement cet état d'esprit. On l'élit aussi pour qu'il unisse les gens. La situation de la France actuelle, on lui doit en partie à lui. Sur la politique ne rien faire pendant 12 ans. En l'occurrence, l'histoire des caricatures à cette époque-là, c'était surtout une histoire de réalité. C'est un peu ça aussi. Non, mais
Moi, je pense pas que c'était ça du tout à l'époque. À l'époque, c'était pas du tout ça. Ça, c'était le vernis. La réalité, c'était surtout qu'on vendait, qu'on en vend toujours d'ailleurs. En fait, il fallait pas froisser nos amis acheteurs de. Il y avait eu d'ailleurs des liens très proches avec Saddam Hussein à une époque, etc. Mais on était sur, c'est plutôt les valeurs républicaines sacrifiées sur l'autel de la réelle politique plutôt. Ce que n'a pas fait Sarkozy d'ailleurs. Sarkozy a pris une position tout à fait inverse. Tout à fait courageuse, parce qu'il même allait défendre Philippe Val pendant le procès, etc. Donc c'est tout à fait remarquable. Sarkozy, François Hollande aussi d'ailleurs. Et François Hollande, absolument. Moi, ce que je trouve qu'on pleure avec Jacques Chirac, c'est un certain style de présidence. Alors, qu'il n'ait rien fait ou qu'il ait fait quelque chose, à mon sens, on s'en prend à la mauvaise personne. Parce que moi, en tant que constitutionnaliste, je ne suis franchement pas convaincue que ce soit au président de la République d'être présent H24 partout sur tous les sujets. Je pense que c'est ses premiers ministres qui sont responsables de leur action ou de leur inaction. D'abord, il faut dire que pendant 5 ans, il n'a pas gouverné aussi pendant son premier septennat. Il y a 5 ans de cohabitation où c'est Jospin qui est Premier ministre. Mais justement, cette lumineuse idée de la dissolution, quand même, encore un acte politique très fort. Il a inventé le septennat de 2 ans. Vraiment, ça force le respect. La dissolution, c'est absolument caustique. Mais justement, le fait de pouvoir être un président de cohabitation, ça le permet d'être réélu, cela dit. Oui. Alors ça, d'ailleurs, c'est systématique en matière de cohabitation. C'est toujours celui qui est le moins sur la scène qui est réélu. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il ait pu calculer ce scénario. Non, il espérait gagner. Ça, c'est certain. Mais moi, ce que je pense, c'est que du coup, il était une forme. On prône beaucoup maintenant la low life, essayer d'être justement un petit peu moins sur le devant de la scène, moins dans l'hyperconsommation. Et je pense que finalement, c'est par rapport à cette nouvelle société qui essaye d'être un petit peu plus dans quelque chose de plus. Qui attend peut-être de ces acteurs un peu moins d'investissement. Et Jacques Chirac incarnait très bien cette idée d'un président qui était là pour inaugurer les chrysanthèmes, comme le disait le général de Gaulle, c'est-à-dire simplement au 14 juillet. Mais c'est le retour à la quatrième alors avec lui ? Alors moi, j'ai le sentiment que lui a incarné vraiment complètement cela, c'est-à-dire ces présidents de la République qui étaient là simplement pour la fonction honorifique. C'était la reine d'Angleterre, Jacques Chirac. Et peut-être que ce que les Français pleurent avec lui, c'est cette figure présidentielle qui était incarnée à la fois par une forme d'idéologie républicaine, avec cette idée de quelqu'un qui soit là quand même pour les grands moments. C'est ce qu'il a fait aussi avec la guerre en Irak, c'est-à-dire qu'il soit là à l'étranger, mais pas nécessairement dans la politique intérieure. Et est-ce que ça ne vaut pas le coup de réfléchir à ce positionnement du président ? Ce qui est assez intéressant, alors, par exemple, quand on lit le livre de Bruno Le Maire, qui était le directeur de cabinet de Villepin à l'époque, qui était Premier ministre, c'est très étonnant parce que c'est vrai que à la fois, à chaque fois qu'il y avait une réforme, il disait en gros, écoutez, du haut de mon incompétence qui est grande, moi, si j'étais vous, je ne ferais pas. Mais il laissait faire en même temps. Il laissait faire le Premier ministre. C'est une lecture, en effet, assez dans la lettre de la Constitution. En effet. Et puis, c'est vrai que, là aussi, sur l'inaction, je pense que ça n'est pas nécessairement une posture qui était la sienne, mais qui était celle aussi des gouvernements d'avant. C'est-à-dire qu'on a maintenant l'habitude aussi d'un rythme politique qui est complètement différent. Alors, en effet, il n'a pas fait grand-chose par rapport à notamment Mitterrand qui était avant lui. Oui. Mais il y avait aussi un autre style. Les présidents imprimaient leur marque plutôt sur des grands caps, mais pas sur des réformes de société. Sur la dérégulation et les services publics, j'ajouterais que ça n'est pas vraiment lui qui était aux manettes, puisque ce sont des directives de dérégulation qui nous ont été imposées par l'Union européenne. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse lui mettre tous les mots de la société sur la longueur de son... On fait de grandes réformes de société. Mitterrand a fait des grandes réformes. Oui, la peine de mort, il y a le mariage pour tous avec Hollande. Je vous suivais sur l'idée de reine d'Angleterre. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'était très bien. Oui, il restera le musée des Arts. On en reparlera peut-être une autre fois, mais je pense qu'il y a une sorte. Quand je vois que Giscard est 3%, je trouve qu'il y a une sorte d'injustice sur le septennat de Giscard, qui a fait quand même l'interruption de grossesse, le vote à 18 ans. Qui a fait des réformes, qui l'ont coûté d'ailleurs. Je crois que ça dit quelque chose de notre pays, c'est-à-dire que les Français ont. Tu parlais tout à l'heure de symbolique en politique, je crois que c'est encore plus vrai en France, c'est-à-dire qu'il y a une fascination pour le pouvoir. Et on a une détestation du roi, on lui coupe la tête, et dans le même temps, il y a une admiration pour lui. Il y a cette espèce de l'enterrement, c'est quand même très monarchique.
C'est parce que la Ve République a aussi été construite comme ça, justement parce que la Ve République est un résultat extraordinaire de longs régimes de républicains. C'est comme la Ve République, il y en a eu 4 avant, et qui nous a permis d'arriver à un subtil équilibre où on a un président qui est comme un roi, mais sans l'être complètement, totalement non plus. Anne Chalène disait très justement qu'effectivement, le président de la République doit rester dans les grandes lignes, dans une sorte de magistrature morale, doit s'occuper des affaires extérieures, doit impulser des idées générales et ensuite laisser aux ministres accomplir l'exercice des missions, leur laissant une latitude d'action. Et je crois qu'effectivement, de ce point de vue-là, Jacques Chirac a très très bien fait les choses. Et c'est aussi cela qui manque, même si sur le fond, je ne suis pas de ceux qui vont dire qu'effectivement, il a un bilan extraordinaire. Alors, il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été rendus, évidemment, à Jacques Chirac. Je vous propose d'en regarder un qui est assez singulier. C'est celui du marquis de Breteuil, qui a connu Chirac à Sciences Po, enfin, qui était son élève même à Sciences Po. Vous savez, on s'inscrit à Sciences Po en première année. Et puis, comme j'étais parti aux États-Unis, je suis arrivé in extremis. Là-dessus, on m'a dit, il reste 1 mètre de conférence. Tous les autres sont pris, les plus connus et tout. Il s'appelle Chirac. Alors moi j'ai dit, je prends Chirac, j'ai pas le choix, de toute façon. Et c'est vrai que Jacques Chirac m'a beaucoup frappé. Il a été mon maître de conférence à Sciences Po, et c'est quelqu'un qui sûrement a eu beaucoup d'influence sur moi. Je dis souvent que c'est un peu comme un maître. Il y avait des choses amusantes avec Chirac, c'est que quand il y avait un étudiant qui posait une question un petit peu, je dirais pas insidieuse, mais enfin un petit peu précise, un petit peu assommante. Alors Chirac lui avait cette phrase extraordinaire, « Passons sur les détails ». Et il remettait à sa place l'étudiant qui avait voulu lui casser un peu les pieds. On s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose avec un gars comme ça. C'était pas quelqu'un de léger. Voilà, il était très costaud. Voilà, c'est un joli témoignage. Amusant. Je pensais que vous alliez passer le témoignage absolument hallucinant d'Anne Hidalgo. Alors, parce que pour vos étudiants qui doivent avoir entre 20 et 24 ans, alors eux, ils écoutent Anne Hidalgo et ils disent, mais Anne Hidalgo était l'adjointe de Jacques Chirac à la mairie de Paris, elle faisait partie de son staff politique, etc. Le discours d'Anne Hidalgo était à tomber par terre. Oui, c'est le meilleur maire de Paris, il restera le plus grand maire. Alors, je veux dire... On rêve. C'était le premier maire de l'ère moderne. Comment est-ce qu'on peut se renier pareillement quand on s'appelle Anne Hidalgo? Mais est-ce que vous vous souvenez du discours de Chirac à la mort de Mitterrand, qui avait été absolument impressionnant, étonnant même, pour des gens qui s'étaient combattus quand même politiquement très fortement. Il y avait une hauteur, énormément de respect. Oui, mais il y avait une hauteur de vue de Chirac là, à ce moment-là sur le décès de Mitterrand, où il n'a pas essayé de nous faire croire qu'ils étaient d'accord. Il était respectueux de l'ancien président, et c'était très bien. Alors que là, Anne Hidalgo n'était pas dans le respect, elle était dans l'espèce d'accaparement d'une statue qui a l'air de plaire à tout le monde, en disant je récupère Chirac, c'est bon pendant 6 mois, quoi. Non, mais on oublie aussi, c'est qu'on est quand même dans les premiers instants et que là aussi, je vais finalement devenir une grande... Oui, il y a un temps du deuil aussi. Oui, voilà, il y a un temps du deuil, il y a un temps de l'hommage aussi. Et on n'est pas là pour faire sa critique, on l'a fait quand il était au pouvoir. Il a été très décrié, il a combattu ses opposants. Laissons aussi l'apaisement des mémoires faire leur œuvre. On est là pour interroger la réalité, et en l'occurrence... Chirac est devenu très populaire une fois qu'il n'était plus en charge des affaires, qu'il n'était plus aux affaires, comme souvent, et puis après on oublie. Et ce qui fascine avec Chirac, c'est... Tous les présidents de la Ve République ont une cote de popularité augmentée dès qu'ils quittent le pouvoir. Vous allez voir l'enterrement de Giscard, que je souhaite le plus lointain possible. C'est la personnalité de Chirac qui était fascinante et détonnante dans le monde politique. C'est quelqu'un de chaleureux. Il y a peu d'hommes politiques chaleureux, qui paraît proche des Français, qui ressemble aux Français. Donc c'est ça qui plaisait, mais ça ne fait pas effectivement un homme politique. Alors c'est Georges Pompidou qui avait lancé Jacques Chirac en politique, et Jacques Chirac a lancé aussi un certain nombre d'hommes politiques dans la carrière politique. C'est le cas de Pierre Bédier, on va l'écouter, qui est le président du Conseil général des Yvelines, qui rend hommage à Jacques Chirac lui aussi. Je pense que je ne me serais sans doute pas engagé s'il n'avait pas été là. C'était une personnalité hors norme.
Les mêmes anecdotes que tout le monde, hein, son énergie, sa gentillesse, son coup de fourchette, il aimait bien rigoler, tout en étant quelqu'un de très sérieux. C'était vraiment quelqu'un d'immense. Pas simplement parce qu'il était président de parti, chef de l'État, mais parce que c'était sa personnalité qui était rayonnante. C'est vrai que c'est le seul président. Il y aura peut-être Sarkozy, puisqu'il est maintenant, il devra passer en correctionnel, mais c'est le seul président de la République qui était condamné quand même à 2 autres présidents avec sursis. Là aussi, c'est un tournant de la République. Hein. Il faut préciser aussi que Georges Pompidou et François Mitterrand et le général de Gaulle également sont morts peu après. Donc ça n'a pas laissé le temps. De Gaulle, ça n'a pas laissé le temps à des condamnations, peut-être pas de Gaulle, mais c'est vrai qu'en tout Pompidou, cas, sur les comptes de campagne ou autres, je suis pas sûre qu'ils soient tous complètement exonérés de petits griefs ou de grands. Oui. Hein. C'est vrai qu'on entendait Roland Dumas dire d'ailleurs, on n'a pas osé reprendre leurs comptes de campagne. Absolument. Parce que c'était donc c'est vrai que Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs n'est pas complètement certain d'être tranquille sur cette question, parce qu'il y a le parquet financier qui s'était saisi d'une affaire dont on n'a plus jamais entendu parler, mais qui est quand même encore en cours sur ses financements étrangers. Non. Je parle pas du tout pour la condamnation de Jacques Chirac, mais on peut pas vraiment dire que c'est le seul, ou en tout cas il y en aura sûrement d'autres, et les autres étaient morts avant. Donc ça resitue un petit peu dans le paysage général. Mais dans les faits, c'est le seul. Mais dans les faits, c'est le seul. Ça devrait pas tarder à être le cas de Nicolas Sarkozy, je pense. Avec je ne sais pas s'il sera condamné ou pas. Non, il va passer en procès. Pas forcément sur la condamnation, mais c'est vrai qu'en tout cas, sur toutes les poursuites, il y en a sûrement qui resteront dans la mémoire. Pour l'instant, laissons faire la justice, en effet. Je peux ajouter un mot, parce qu'on a parlé de temps du deuil tout à l'heure, et c'est vrai que quand j'ai moi-même allumé ma télé, peu de temps après l'annonce de sa mort, et même le lendemain quand je regardais, je trouvais dommage qu'on insiste à ce point-là sur sa condamnation. Et aussi, on a beaucoup aussi parlé de ses infidélités, on a parlé de son épouse, des difficultés que c'était pour elle, etc. Je trouvais que c'était quand même plutôt indigne. Mais ces infidélités, c'est pour beaucoup dans sa popularité. Hein, parce qu'en France, c'est merveilleux. Je veux dire, un président qui est comme ça, porté sur la jante féminine, je veux dire, pour tout le monde dans les bistrots, putain, il est bon, notre président. Ah ouais, il y va. Hein, c'est une époque avant MeToo. C'était aussi notre époque. C'était une autre époque. Pas présenté comme ça. Présenté comme ça, ça m'aurait pas dérangé. C'était une autre époque. Oui, c'est vrai que. En tout cas, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses dont on peut se passer, qu'on n'est pas obligé de souligner à la mort de quelqu'un, en effet. Une bière, une tête de veau, une maîtresse, je veux dire, ça fait la rue Michel, hein, on est content. En tout cas, il aimait les femmes, ça c'est sûr. À une époque, en tout cas. On va passer à la polémique avec les propos d'Éric Zemmour. C'est la polémique. Alors évidemment, oui, c'est un discours qui a fait beaucoup de bruit, celui d'Éric Zemmour à la convention de la droite, de Marion Maréchal. Maréchal, on ne dit plus Le Pen ou Marion Le Pen? Je ne sais plus si on dit Maréchal ou Le Pen. Je crois qu'on dit Marion Maréchal maintenant, mais... Enfin, c'est la petite fille, en tout cas. Alors, appelant Éric Zemmour à se battre contre une armée d'occupation dont l'uniforme serait la djellaba. En effet. Alors, c'est un propos assez violent. Il a même été plus loin. La suite est pire. Quelqu'un veut prendre la parole? Sur Éric Zemmour, je trouve qu'il réalise l'exploit politiquement de se retrouver à la droite de Marion Maréchal Le Pen, ce qui est quand même assez sidérant, puisque on avait rarement entendu des propos aussi je me demande d'ailleurs si on va voir si tombe pas sous le coup de la loi. Oui, il y a des poursuites pour incitation à la haine raciale et injure. On n'avait jamais entendu ça, même de la bouche d'un politique d'extrême droite. Donc il est allé encore plus loin. Donc en réalité, peut-être parce que c'est pas un politique d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut que ce soit aujourd'hui un politique, puisqu'il rentre clairement dans la politique et il doit être traité comme tel. Je pense. Donc moi, je suis complètement contre l'interdiction le censurer. Mais en l'occurrence, je trouve que de fait, il va être censuré logiquement, puisque il sort de son rôle de journaliste aujourd'hui. Il n'est plus journaliste. Il est essayiste.
il est pas le droit. Pour moi, c'est devenu apolitique. C'est devenu apolitique, oui. et donc il a un propos qui est éminemment politique. Renaud Camus, par exemple, qui parle du grand remplacement, c'est pas un politique, c'est un écrivain. Je pense que. C'est pas parce qu'on a une position qu'on entre forcément dans le champ politique. D'ailleurs, je crois même savoir que le Front National lui avait proposé d'avoir des postes aux européennes, qu'il a largement hésité, qu'il a refusé. Enfin, on ne va pas parler des raisons pour lesquelles il a refusé, mais on sent bien la première place, peut-être qu'il aurait sent bien. Voilà, il y a beaucoup d'écrivains en politique aussi. Il a peut-être compris, malheureusement, que quelqu'un de la société civile pouvait incarner aujourd'hui une force politique. Et lui, il va s'inscrire là-dedans. Donc, moi, je m'honore. Vous pensez que même il est poussé à ça. Enfin, au fond, ses propos. Non, mais son propos est devenu éminemment politique, et il se positionne clairement politiquement. Donc, il doit être traité en politique. Et je considère que les journalistes du Figaro, d'ailleurs, qui refusent. Qu'est-ce qu'il y a de différence, pardon, entre traité en politique ou traité en essayiste, par exemple? Non, mais là, il s'inscrit dans un discours politique et dans une formation politique, clairement. Avec des affinités, dans un courant. Et d'ailleurs, je pense qu'il se présentera assez rapidement. Mais il a un rôle, il a un rôle politique. Pour moi, un journaliste ne doit pas être aussi partisan. Il est passé à autre chose. Donc il doit être passé. Il doit être. On s'en fout, ce journaliste ou pas. Je veux dire, ce qui est important, c'est ses propos ou pas ses propos. Après qu'il ait une casquette de journaliste, d'essayiste ou de romancier. Non. Ce qui est liberté d'expression, c'est l'incitation à la haine. Il y a des lois. Il tombe dans les lois. Voilà. On verra. Mais son propos, il est politique. Il doit avoir un temps de parole. Ce qui est intéressant, c'est quand même un peu dangereux de catégoriser à ce point-là. Ça voudrait dire que du coup, on ne peut plus avoir de point de vue littéraire ou justement même philosophique ou historique, ce qui était d'ailleurs toujours son point de vue, c'était de défendre. Lui, son rêve, c'est d'être historien, d'être reconnu comme historien. Donc, d'ailleurs. Je pense qu'au contraire, il essaye de développer, ce qui est à mon sens d'ailleurs encore plus dangereux, une forme d'idéologie qui se détache de la politique, mais qui soit un peu comme le Malraux de Gaulle, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas une pensée politique. Il n'est pas sur la littérature ou sur l'histoire. Il est éminemment politique. Mais c'est un point de vue. C'est-à-dire qu'il reprend le programme empire du Front National. Oui, mais ça n'est pas de la politique, c'est un point de vue sur la politique, à mon sens. Donc je pense vraiment que c'est distinct. C'est un acteur politique. Au regard de la loi. De fait, c'est un acteur politique. Mais ça n'enlève rien à son caractère extrême dans les propos qu'il a tenus. C'est même pas dans ça, c'est que je trouve ça dangereux d'en faire un politique. Ça veut dire qu'un politique a le droit de tout dire alors qu'un essayiste n'a pas le droit. Oui, c'est pas une histoire de droit de tout dire. Non, il a le droit de dire ce qu'il veut dire, mais il faut savoir d'où il parle, c'est tout. Non, ce que je trouve, enfin, dans ce que vous dites, ce que j'en retiens moi, c'est qu'au fond, ces propos, si c'est pas ce que vous dites, vous me corrigez, hein, ces propos le poussent à s'engager politiquement. C'est-à-dire que, au fond, ces propos vont en faire un candidat à la présidentielle ou en tout cas le pousser à se présenter comme avoir un courant d'idées derrière lui et à se présenter peut-être aux prochaines présidentielles, peut-être à des élections. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Il est sorti complètement de son rôle de politique. Il est même plus dans la presque contre sa volonté, parce que c'était pas forcément sa volonté, je pense au début, mais je suis pas certaine de ça, et je trouve que justement tu parlais des qualifications légales. Je trouve que ça serait encore plus dangereux de considérer qu'il est en politique et que c'est un acteur politique, puisque dans ce cadre-là, les débats sont généralement beaucoup plus vifs et par exemple tous nos juges sont beaucoup plus souple sur l'appréciation des discours politiques ou autres, alors qu'en tant influenceur, ça fait penser un peu à Caroline Receveur, donc je ne vais pas forcément utiliser ce terme-là, mais en tant qu'essayiste, en tant qu'idéologue, je crois que c'est encore plus... Là, au contraire, la jurisprudence s'appliquerait mieux. C'est-à-dire que on a le droit à des idéologies, mais pas à des idéologies extrêmes en France. Et donc moi je crois bien plus qu'il gagnerait à être catégorisé comme quelqu'un qui veut influencer les idées, donc quelqu'un qui propose même une certaine vision de la France que les politiques devraient adopter ou non, mais je ne crois pas qu'on le situe dans le personnel politique. En tout cas, je ne crois pas qu'on y gagnerait en termes juridiques. Moi, je voudrais quand même juste revenir, parce que je me contrefous un peu de savoir si les essayistes, la nature d'Éric Zemmour m'intéresse pas. Sur ce qu'il dit. Voilà, sur ce qu'il dit, ce qui est excessif, bien évidemment, et de toute façon stupide, etc. Mais il ne faudrait pas résumer
les propos de Zemmour à ce qu'ils ont d'excessif, justement. Parce que c'est quand même sur un sujet qui est un sujet important, un sujet qui, contrairement à ce que toute une classe politique essaye de mettre un torchon là-dessus, mais c'est quand même un truc important, l'immigration et l'islam. Et donc, moi, je ne partage pas les idées d'Éric Zemmour, mais je trouve quand même totalement normal qu'on ait le droit d'avoir peur de l'islam, qu'on ait le droit d'exprimer une pensée. Qu'après, ses propos soient haineux et qu'il est exagéré, c'est une certitude. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais on a quand même le droit, en France, j'espère, de dire que l'islam nous fait peur, que l'islam fait peur et que ça pose des questions. On a quand même le droit de dire qu'il y a probablement quelques craintes à avoir, etc. C'est un avis, c'est une opinion. On est en France, on a le droit de le dire. Et là, on est en train de mettre une sorte de chape de plomb. Justement, ça pose le problème de la liberté d'expression. Non, mais on a la liberté d'expression, c'est une histoire de courage individuel, finalement. On a toujours le droit de tout dire. La seule limite, c'est la loi. C'est la loi, l'incitation aux propos haineux. J'ai l'impression qu'on l'attaque surtout sur le thème. Il aurait tenu un discours aussi excessif sur une partie de la population moins sujette à polémique, là, on n'aurait probablement rien dit. On aurait dit, bon, c'est pas très grave. Mais là, sur l'islam, c'est une sorte de chasse gardée. Oh là, attention, il a parlé de l'islam. Donc, de toute façon, on parle de l'islam, on est disqualifié, on n'a pas le droit. Non, si on tient tout de suite, on va ostraciser. Donc, c'est systématique. Non, ce n'est pas vrai, parce que, justement, on parle depuis tout à l'heure de l'application de la loi. Les juges sont très scrupuleux sur cette question pour ne pas faire justement de l'islam une forme de chasse gardée sur laquelle on n'aurait pas le droit de s'exprimer. Michel Houellebecq a eu l'audace d'annoncer dans une de ses interviews, je crois, que l'islam était une religion la plus con du monde. Voilà, ce genre de choses-là. Et pour le coup, le tribunal... Juste avant la publication de Plateforme. Juste avant la publication de Plateforme, et de son roman bien plus polémique ensuite, qui pour le coup, là aussi, est passé sans qu'il y ait aucun problème. Et il a été relaxé, parce que justement, c'est sorti du domaine de la polémique, etc. Donc, je crois qu'on a une distinction à faire entre le propos sur les religions, qui évidemment doit être libre, et le propos, et là-dessus, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est très bien conçue, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer sur les religions, mais tout dépend du ton qu'on utilise. Dès lors qu'il y a une volonté à l'excès ou à la polémique et à la vexation, dans ce cadre-là, il y a une censure. Et moi, je crois qu'à partir du moment où Éric Zemmour commence à assimiler l'islam, sans parler même du djihadisme ou de l'islam radical, mais à partir du moment où il assimile une religion au nazisme, et où il fait un parallèle même historique qu'il essaye de fonder entre ces deux mouvements politiques, là, il est dans quelque chose qu'historiquement et juridiquement, on ne peut pas accepter. Lionel Lévy, tout à l'heure, reprochait à Chirac de ne pas avoir défendu les caricaturistes. Est-ce que, au fond, on n'est pas dans le même propos? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de tout dire aussi? On a le droit de tout dire. Si on a le droit de caricaturer, on a bien le droit de dire... non? Pourquoi forcément invoquer le nazisme? Pourquoi aller dans cet excès-là? Il y a forcément une polémique. Caricature d'une religion et une communauté qui est stigmatisée. D'accord, c'est ça, c'est la communauté. Bah oui, il faut pas que ça tombe sous le coup de la loi. En fait, quelque part, les limites qui ont été construites autour de la liberté d'expression ont été faites de manière à ce que justement la liberté d'expression soit maintenue d'une certaine manière. Parce que ce qui tombe sous le coup de la loi, c'est l'interdiction d'inciter au suicide, l'interdiction d'inciter au meurtre, à la haine, et donc la haine engendre justement des destructions et donc une impossibilité pour les personnes qui de parler parce que leur intégrité physique est atteinte. Et justement, Zemmour connaît très bien ces questions parce qu'il a l'habitude de ces propos polémiques et il est très intelligent dans son propos puisqu'il a des propos extrêmes. Il parle d'armée, il parle de... Et en même temps, il n'incite pas directement en disant prenez les armes ou battez-vous, etc. Et c'est là qu'il est dangereux justement parce que quelque part, il peut ensuite tout à fait se draper, enfin se retrancher derrière la liberté d'expression pour dire justement que ce qu'il a dit ne tombe pas sous le coup de la loi. Et comme la liberté d'expression est extrêmement protégée en France et en Europe plus généralement, c'est même le droit fondamental le plus protégé dans la jurisprudence. Moi, quand j'ai fait ma thèse, je m'en suis aperçu, le Conseil constitutionnel protège excessivement la liberté d'expression, quitte à aller un peu trop loin, mais parce que c'est la liberté qui permet de garantir la démocratie. Et donc, sachant cela, effectivement, ça peut susciter un certain nombre de dérives à partir du moment où on a des personnes qui, intelligemment, vont essayer de jouer entre les mots, pour essayer de glisser et de passer à travers la jurisprudence. Moi, je fais totalement confiance à la justice pour, effectivement, dire ce qui est le droit et ce qui ne l'est pas, etc. Je suis beaucoup plus inquiet
inquiet sur le tribunal populaire qui a lieu en ce moment, enfin qui se réunit tous les jours et qui décide, parce que c'est un peu mainstream, dans les radios, on dit alors ça, hop. Alors, par exemple, Zemmour, au nom de la liberté d'expression qu'on lui refuse à lui, sur France Inter, il est 100% du temps traité de fumier, de salaud, d'ordure. Et là, on dit ça, des journalistes traiter un mec de fumier, c'est normal. Quand c'est un mec qui pense pas comme vous, mais lui n'a pas le droit dans l'autre sens. Donc la liberté d'expression. Et que des journalistes demandent son exclusion de médias. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est le boulot des journalistes ou pas? En l'occurrence, je trouve que oui, parce que pour moi, il est sorti de son cadre. Il n'est plus journaliste. C'est terminé. C'est autre chose. Il est passé à autre chose. Donc oui, je trouve que c'est normal Et puis les journalistes sont garants de la ligne éditoriale de leur journal. Donc ils sont totalement en droit. Ils sont dans leur rôle en s'opposant, par exemple. On est tout à fait dans le rôle du journaliste. Oui. Mais la position est d'ailleurs plus mesurée puisqu'ils ont dit qu'en tant qu'invité pour proposer il pourrait être reçu. Donc en quelque sorte, il ne participe plus, mais il a le droit de. Sur la liberté d'expression, j'aimerais juste dire une chose, c'est que moi, je pense qu'on a tout à fait, on a toujours le droit de tout dire à partir du moment, avec les limites légales que ça a. C'est juste une histoire de courage. D'ailleurs, Charlie Hebdo le montre à peu près toutes les semaines. Ils ont le courage de publier à peu près tout ce qu'ils veulent. C'est une histoire de courage individuel. Mais là où on peut être très inquiet pour les libertés, pour la liberté d'expression notamment, c'est que il y a eu une loi qui a été votée au mois de juillet dernier qui s'appelle la loi Avia, dans lequel le gouvernement, pour lutter contre les propos haineux, et on sera tous d'accord évidemment pour lutter contre les propos haineux sur Internet, se dessaisit de ses attributs de puissance publique, à savoir du juge. Il squeeze le juge pour donner aux GAFA, à savoir Google et Facebook, c'est eux qui vont décider demain ce qui sera un propos haineux ou ne sera pas un propos haineux. Et ce qui est extrêmement grave, c'est une façon de la responsabiliser aussi. On n'a plus le temps malheureusement, mais c'est un autre débat. Parce que c'est un vrai débat. Voilà, il y a deux choses. On reprendra ce débat. On n'a pas parlé de Jeff Koons, on n'a pas eu le temps, mais on aura le temps de reparler du bouquet de tulipes. Et puis, il faut nous dire une bonne raison de lire Jackpot. C'est politiquement très très incorrect. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde autour de cette table, mais c'est la liberté d'expression. Voilà, Stéphane Boudin, non, mais c'est un très très bon roman. Voilà, prof de philo qui a fait une fable politico-sociale irrévérencieuse et politiquement très incorrecte. On est au-delà de Houellebecq, quoi. Donc, et c'est un peu mieux écrit. Voilà. Jackpot, Stéphane Boudin. Merci infiniment, Lionel Lévy. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Duclerc, Anne-Charlène Bézina et Jean-Charles Lajoie. À très vite pour un nouveau PAF.